une seule frappe cadrée pour l'Argentine. Une seule sur tout le match et il a fallu attendre la 116e minute pour l'avoir. 0 tir avant ça. 0. Pendant près de 2 heures de football, l'Argentine n'a pas réussi à cadrer une seule tentative. Et ce chiffre-là, les amis, il est en train de tourner partout parce que personne n'imaginait voir une sélection argentine se transformer à ce point en équipe qui subit sur la plus grande scène du monde. Et moi, ce soir, les amis, j'ai une chose à vous dire. Ce qu'on a vu cette nuit, ce n'est pas une finale accrochée qui a basculé sur un détail. C'est une prise de pouvoir totale. Une équipe qui a dicté son football du premier ballon jusqu'au dernier, en face d'une sélection venue avec un seul objectif, tenir, gratter et espérer une séance de tir au but. Restez avec moi parce qu'on va tout reprendre, action par action, comme d'habitude, sans rien laisser de côté. Et si ce genre de débrief détaillé vous plaît, lâchez-moi le petit pouce bleu, ça aide vraiment au référencement de la chaîne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut remettre les choses dans leur contexte. Cette finale de Coupe du Monde opposait l'Espagne à l'Argentine. Et l'Espagne s'impose finalement 1-0 après prolongation. Deuxième sacre mondial de son histoire pour la Roja, après un Euro déjà remporté. L'Espagne enchaîne donc Euro, puis Coupe du Monde. Exactement comme elle l'avait fait entre 2008 et 2010. Est-ce qu'elle refera 2012 à l'Euro prochain, comme après ce doublé historique? On verra bien. Mais en attendant, ce soir, c'est elle qui soulève le trophée. Et il faut être honnête. Beaucoup vont dire que cette finale n'était pas belle à regarder. Franchement, je vais plus loin que ça. Pour moi, ce n'est pas juste une finale terne. C'est une humiliation. Une véritable humiliation infligée par l'Espagne à l'Argentine. Et honnêtement, ça ne m'étonne pas du tout quand on regarde comment chacune des deux équipes est arrivée jusqu'ici. D'un côté, l'Espagne a traversé toute la compétition en maîtrise. Elle a dominé chacun de ses adversaires, elle n'a quasiment jamais été inquiétée, et elle termine ce mondial avec un seul but encaissé sur l'ensemble du tournoi. Une seule fois. De l'autre côté, l'Argentine a transpiré à chaque tour. 8e, quart, demi. À chaque fois, la même sensation d'une équipe qui souffre. Et il faut comprendre un truc essentiel sur cette Argentine-là. Il y a deux visages complètement différents selon le score. Quand l'Argentine est à 0-0, c'est une équipe fermée, prudente, presque timide, qui cherche à faire déjouer l'adversaire plutôt qu'à proposer du jeu. Mais dès qu'elle est menée au score, tout change. C'est là qu'elle se met à pousser, à prendre des risques, à exister vraiment. La preuve, 12 des 19 buts inscrits par l'Argentine sur ce mondial sont tombés après la 75e minute. Et à chaque fois dans un contexte où elle était menée. Contre la Suisse, après le carton rouge et le but suisse, c'est exactement à ce moment-là qu'elle a pris le contrôle du match. Contre l'Égypte, menée 2-0, pareil. Cette équipe a construit tout son parcours sur la réaction, sur le sursaut mental, jamais sur la maîtrise pure. Sauf que cette nuit, l'Espagne ne lui a jamais laissé cette ouverture. Dès le coup d'envoi, à 0-0, la Roja est restée haute, agressive, sans jamais reculer pour laisser respirer l'Argentine. Elle savait très bien que Lionel Messi pouvait faire basculer un match en une seconde, que Rodrigo de Paul pouvait envoyer des centres dangereux depuis n'importe où sur le terrain. Alors elle a choisi d'aller chercher le ballon très haut, tout le temps, sans jamais leur offrir cet espace de confort. Résultat, une Argentine qui n'a jamais pu s'installer dans son schéma habituel et une Espagne qui a construit sa victoire sur ce qui fait sa plus grande force depuis le début du tournoi, à savoir une défense en béton. La meilleure défense de la compétition, sans discussion possible, avec ce seul but encaissé sur l'ensemble du parcours. C'est une performance délirante quand on y pense, et ça en dit long sur le niveau individuel de certains joueurs, notamment Pau Cubarsí, dont on va reparler tellement sa compétition a été énorme. Et cette solidité défensive, elle vient aussi d'un pressing collectif impressionnant. Ce n'est pas juste un joueur qui va presser dans son coin en espérant récupérer le ballon. C'est tout un mécanisme. Vous voyez un joueur espagnol comme Dani Olmo, qui vient mettre la pression sur un défenseur argentin, le ballon est repoussé vers un autre défenseur, et là c'est Mikel Oyarzabal qui enchaîne. Et petit à petit, sans que ça saute forcément aux yeux, ce pressing individuel se transforme en piège collectif. Un joueur argentin se retrouve avec le ballon au milieu de terrain, encerclé par 3 ou 4 maillots espagnols. Le placement, les déplacements, le mouvement d'ensemble de ce bloc espagnol, c'est monstrueux. Et c'est exactement ce qui explique ce chiffre hallucinant, cette absence totale de tir cadré argentin avant la 116e minute. 0 tentative sérieuse pendant tout le temps réglementaire et une bonne partie de la prolongation. Alors oui, on le sait, l'Argentine voulait tenir le score nul pour aller au tir au but. Mais à un moment donné, il faut quand même se rappeler de qui on parle. On ne parle pas d'une petite sélection qui galère à exister sur la scène internationale. On ne parle ni du Luxembourg, ni du Liechtenstein, ni de Saint-Marin. On parle de l'Argentine, championne du monde en titre. Se contenter de ce visage-là en finale, rester scotché aussi bas, ne jamais réussir à enchaîner 2 passes propres, ça pose question sur l'ambition affichée ce soir-là. Et pourtant, l'Espagne n'a pas non plus étouffé son adversaire dès l'entame. En première période, elle n'a cadré que 3 tentatives, ce qui est plutôt modeste. Mais elle n'a jamais semblé en danger pour autant. Elle avait la possession, elle prenait son temps, elle construisait patiemment ses mouvements. Puis en seconde période, tout a changé de dimension. On est passé de 3 tirs à 12 tirs pour la seule deuxième mi-temps.
12 tentatives côté espagnol et toujours 0 côté argentin. C'est une bascule totale du rapport de force. L'image qui me vient, c'est celle d'un boxeur totalement dépassé, presque ligoté sur les cordes, en face d'un champion qui multiplie les coups sans qu'il puisse répondre. L'Argentine, ce soir, c'était ce boxeur-là, empêché d'exister, incapable de placer la moindre riposte, pendant que l'Espagne enchaînait les vagues d'attaque. Je veux aussi tirer un vrai coup de chapeau au sélectionneur espagnol Luis de la Fuente, parce qu'il a géré cette compétition sans paniquer, malgré plusieurs absences importantes. Il a dû composer sans Nico Williams blessé une bonne partie du tournoi, avec un Lamine Yamal pas à 100% de ses capacités physiques après une fin de saison compliquée en club. Il a aussi fait le choix fort de laisser Pedri sur le banc à un moment donné, pour miser sur Fabián Ruiz, qui a répondu présent en devenant un véritable patron du milieu de terrain. Ces choix ont payé, et l'Espagne a fini par écraser tout le monde sur son passage, sans qu'aucune équipe ne parvienne réellement à lui tenir tête sur l'ensemble d'un match. Le seul but encaissé du tournoi, face à la Belgique, est même tombé à contre-courant du jeu. Autant dire que le momentum a été total, du début à la fin, pour cette sélection espagnole. Mais comme je vous le disais, rien de tout ça ne m'a surpris. Cette Argentine à double visage, je l'attendais. Et je l'avais même annoncé avant le match. Si l'Espagne ouvrait le score, ça deviendrait très compliqué pour l'Argentine, parce que cette équipe espagnole n'allait clairement pas leur laisser d'air. Elle n'allait pas reculer bêtement en leur offrant l'espace nécessaire pour que Messi et De Paul fassent des dégâts. Non, elle est venue presser du début à la fin, sans relâchement, et l'Argentine n'a jamais réussi à trouver de solution face à cette pression permanente. Maintenant, entrons vraiment dans le détail des situations marquantes de cette finale, parce qu'il y a des séquences qu'il faut absolument revoir. Dès l'entame de match, l'Espagne se procure une première alerte sérieuse. Tout part d'une passe de Pau Cubarsí qui écarte pour Dani Olmo. Ce dernier, initialement dos au but, parvient à éliminer son vis-à-vis d'un crochet, garder le contrôle et se retourner pour relancer vers l'avant en direction d'Oyarzabal. Oyarzabal remise en une touche pour Lamine Yamal côté droit. Yamal élimine son défenseur d'un crochet extérieur avant de centrer. Le ballon est dévié et revient sur Dani Olmo qui remet instantanément pour Yamal au bout de quelques minutes de jeu à peine, mais la frappe est repoussée par le gardien argentin Emiliano Martinez. Une première situation chaude, révélatrice d'une compétition XXL pour Dani Olmo, tout comme pour Rodri et Cubarsí. 3 joueurs qui ont livré un mondial exceptionnel dans ce 11 espagnol. Et cette défense espagnole mérite qu'on s'y attarde. Meilleur latéral gauche de la compétition, à mes yeux, Marc Cucurella. Meilleur latéral droit, Pedro Porro. Meilleur milieu de terrain, Rodri. Meilleur défenseur central, Pau Cubarsí. Unai Simon, lui, a même été élu meilleur gardien du tournoi. Et pourtant, sincèrement, est-ce que vous avez en tête une parade extraordinaire de sa part sur cette finale? Il n'y en a pas vraiment, parce que la défense devant lui a été si solide que le gardien n'a quasiment jamais eu à sortir un arrêt décisif. Ce n'est pas une question de gardien-sauveur, c'est une question de collectif verrouillé, avec un milieu de terrain cohérent et une charnière défensive impeccable. Quand on regarde l'âge de certains de ces joueurs, on se dit que cette génération espagnole pourrait s'installer durablement au sommet, un peu à la manière d'un grand club qui écrase sa concurrence saison après saison. L'Espagne joue vraiment comme une équipe de club. Les automatismes, les mouvements collectifs, la façon dont chacun se déplace pour ouvrir des solutions de passe. C'est cette cohérence-là qui fait toute leur force. Il y a tout de même eu une frayeur, la seule de la soirée pour l'Espagne. Une passe en retrait de Lamine Yamal, un peu trop appuyé pour Cubarsí. Ce dernier tente un dégagement de la tête, mais le ballon reste trop court. Le ballon est récupéré par Porro, qui perd son contrôle. Et l'action revient sur Julián Álvarez, qui lance immédiatement Lionel Messi en position favorable pour un face-à-face. Heureusement, Unai Simon sort vite et haut pour couper la trajectoire avant que Messi ne puisse reprendre le ballon. Ce sera la seule vraie alerte argentine de la rencontre, née d'une récupération à plus de 40 mètres du but. En dehors de ça, l'Argentine a vraiment refusé de jouer, préférant un football minimaliste plutôt que de tenter réellement d'exister offensivement. Autre séquence marquante, aux alentours de la 38e minute, une action collective impeccable côté espagnol. Porro relance vers Rodri, qui remise en une touche pour Marc Baena, lequel enchaîne avec Fabián Ruiz pendant que les joueurs argentins tentent désespérément de sortir de leur bloc. Fabián trouve Olmo, qui laisse filer le ballon pour Oyarzabal à l'entrée de la surface. Ce dernier tente une frappe en une touche, mais elle part trop axiale, et Emiliano Martinez capte sans problème. Une séquence collective magnifique, révélatrice d'un jeu de position abouti, même si certains diront que le contenu global du match n'était pas spectaculaire. Personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir devant cette équipe espagnole, malgré ce que certains peuvent en dire. Sur l'ensemble du tournoi, contre l'Arabie Saoudite, l'Autriche ou le Portugal, il y a eu des moments plus compliqués, mais jamais cette équipe n'a semblé réellement en danger. Il y a également cette action, en seconde période, où Porro relance vers Cubarsí côté droit du rond central, et Cubarsí envoie une passe en profondeur splendide. Encore une fois,
Ce joueur impressionne par la qualité de sa relance. Une qualité qu'on connaissait déjà de lui en club, mais qui prend une toute autre dimension sur une scène pareille. Il trouve Dani Olmo dans la profondeur, parfaitement dans le timing, complètement éliminé son défenseur direct. Olmo tente de trouver Cucurella en retrait, mais Nicolas Tagliafico revient à temps pour couper la trajectoire et éviter le pire pour l'Argentine. Puis vient le tournant du match. Autour de la 90e minute, Enzo Fernandez, déjà averti un peu plus tôt dans la rencontre pour une contestation envers l'arbitre, commet une seconde faute en retard sur Cubarsí. Il ne touche jamais le ballon et fauche son adversaire. Deuxième carton jaune, donc rouge, et l'Argentine se retrouve à 10 contre 11. Un tournant énorme pour une équipe qui avait justement construit tout son plan de jeu sur le fait de tenir, rester compact et espérer les tirs au but. Il faut aussi parler de l'entrée de Leandro Paredes, entrée en tout début de prolongation. En à peine 2 minutes sur le terrain, il place un coup de coude gratuit dans le dos de Rodri, ce qui lui vaut un carton jaune. Et il ne s'arrête pas là. À la toute fin du match, il se livre à une nouvelle altercation, multipliant les gestes limites, et finit lui aussi expulsé. Une entrée particulièrement agitée, qui résume assez bien l'état de frustration et de nervosité dans le camp argentin sur la fin de cette finale. Juste avant la fin du temps réglementaire, l'Espagne obtient un coup franc dangereux botté par Lamine Yamal, repoussé par une nouvelle parade solide d'Emiliano Martinez, décidément très présent ce soir-là. Il récidive d'ailleurs en prolongation sur un centre piqué de Pedri, légèrement dévié de la tête par Nico Williams, un ballon piégeux que le gardien argentin parvient à repousser miraculeusement pour empêcher l'ouverture du score. Mais la force de cette équipe espagnole, ce sont aussi ses solutions de banc. Pedri entre et fait une différence immédiate. Nico Williams, lui aussi entré en cours de jeu, se montre décisif dans la construction du but. Et puis il y a Ferran Torres, entré en seconde période, qui va littéralement devenir le héros de cette finale. Il y a d'abord eu un but refusé qui a fait parler. Rodri relance vers Porro à droite de la surface, qui centre. Le ballon est retouché par Ferran Torres avant de revenir vers Mikel Merino au point de pénalty. Merino se retourne, mais Nicolas Otamendi se retrouve au sol après un contact au niveau du pied. Merino frappe, Emiliano Martinez repousse et Nico Williams pousse le ballon au fond des filets. Sauf que le but est finalement refusé pour une semelle involontaire de Merino sur Otamendi. Sur cette phase, honnêtement, la décision arbitrale se justifie. Il y a bien un contact sur le pied du défenseur argentin, même sans intention. Mais quelques minutes plus tard, au retour de la seconde période de prolongation, l'action décisive arrive enfin. Le ballon circule à droite de la surface, repoussé côté espagnol vers Porro qui centre sans contrôle. Nico Williams s'infiltre dans le dos de Nahuel Molina, qui ne surveille pas suffisamment sa zone, un peu à l'image de ce qui lui était déjà arrivé face à l'Angleterre plus tôt dans le tournoi. Williams reprend le ballon de la tête et le remet intelligemment en retrait plutôt que de tenter sa chance directement. Ferran Torres, à la réception, décoche une frappe puissante depuis l'intérieur de la surface. Et c'est le but. 1-0 pour l'Espagne, aux alentours de la 105e minute. Un but amplement mérité, tant l'Espagne aura dominé cette finale de bout en bout, pendant qu'une Argentine venue avant tout pour ne pas perdre n'a jamais réellement tenté sa chance. Un peu de fierté aurait voulu qu'une sélection de ce standing tente au moins d'exister offensivement en finale de Coupe du Monde, plutôt que de viser le 0 tir absolu en espérant les tirs au but. Sur le plan individuel, impossible de ne pas s'arrêter longuement sur Rodri. Déjà élu meilleur joueur de l'Euro, il repart également avec le trophée de meilleur joueur de cette Coupe du Monde. Un joueur qui a déjà tout gagné. Ligue des Champions, Euro, Coupe du Monde, tous les titres individuels possibles, tous les trophées collectifs avec son club. Sa compétition restera dans les mémoires, dans les récupérations, les retours défensifs, le placement, l'intensité du pressing, la qualité de passe, la vision de jeu. Un joueur qui semble toujours avoir un temps d'avance sur tout le monde. Une performance qui mérite pleinement son titre d'homme du match. Et il faut aussi saluer Pau Cubarsí, élu meilleur jeune joueur de la compétition. À seulement 19 ans, il a livré une Coupe du Monde d'une maturité impressionnante. Il en aura 21 au prochain Euro, 23 à la prochaine Coupe du Monde. Le potentiel est immense. Porro également termine sur une compétition XXL, tout comme Fabian Ruiz, dont le palmarès devient hallucinant. Euro 2024, Ligue des Champions à 2 reprises, et maintenant cette Coupe du Monde. Reste la grande question du Ballon d'Or à venir. Difficile de trancher tant les prétendants sont nombreux cette année. Rodri, Lamine Yamal, Fabian Ruiz, sans oublier des joueurs comme Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé, qui ont brillé ailleurs sur la scène internationale. Chacun aura ses arguments. Et cette cérémonie s'annonce particulièrement disputée. Pour l'Argentine, cette finale laisse un goût très amer. Une équipe qui a proposé un football ultra défensif, presque nihiliste, dans l'espoir de tenir jusqu'au tir au but. Le carton rouge d'Enzo Fernandez a fini de compromettre ce plan déjà fragile. Lionel Messi, qui aurait pu terminer meilleur buteur, meilleur passeur et meilleur joueur du tournoi, en plus d'un doublé mondial historique,
repart finalement sans aucun de ses titres. Le trophée de meilleur buteur revient à Mbappé, celui de meilleur passeur à Ousmane Dembélé, celui de meilleur joueur à Rodri et la Coupe du Monde à l'Espagne. Une soirée à oublier pour la légende argentine. Alors les amis, dites-moi en commentaire, est-ce que vous trouvez comme moi que cette finale restera comme une humiliation pour l'Argentine ou pensez-vous au contraire que leur stratégie défensive se justifiait face à une telle Espagne? Est-ce que Rodri mérite selon vous le Ballon d'Or cette année? Et surtout, est-ce que cette génération espagnole peut, à vos yeux, dominer le football mondial pendant encore plusieurs années? Lâchez-moi le petit pouce bleu si vous avez pris du plaisir sur ce débrief, ça aide vraiment au référencement de la chaîne. Et pour ceux qui découvrent la chaîne pour la première fois, ici, on décortique tout ce qui se passe dans le football mondial, sans filtre et sans langue de bois. Abonnez-vous pour ne rien rater de la suite, parce qu'on va évidemment revenir très vite avec l'analyse complète de la cérémonie du Ballon d'Or et tout ce qui va se dessiner pour cette Espagne, appelée à dominer les prochaines années.